Aujourd'hui, c'est mercredi, un nouveau mercredi sur la Terre, troisième jour de la semaine et troisième audience pour le tribunal de l'actualité sur les médias leaders, Truy TV et Watt FM. Vous le savez, c'est bientôt la rentrée et donc l'année scolaire 2022-2023, un sujet de préoccupation majeure pour l'État burkinabé ainsi que pour tous les partenaires et acteurs du monde de l'éducation. À l'image du syndicat national des enseignants africains du Burkina, dont nous recevons le secrétaire général ce matin, Siaka Traoré, bonjour, merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Pour l'audience du jour, 2 juges de ce tribunal sont à leur siège pour décrypter cette actualité. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, messieurs. Président, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Pieuse pensée à nouveau pour les soldats et civils tombés sous les balles des groupes armés terroristes à Gaskende. Fortes émotions pour les disparus, courage et prompt rétablissement pour tous les blessés. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le tribunal de l'actualité ouvre à présent son audience du jour avec, comme vous le savez, la séquence avant-propos des juges. Juge Bernard Brogma, votre avant-propos de ce jour. Merci. J'ai 2 avant-propos. Le premier avant-propos, j'ai lu que dans le nouveau code des personnes et de la famille, les mariages traditionnels, parlant de PPS, comme c'est devenu pratiquement le mot consacré, et puis les mariages religieux pourront faire valider vis-à-vis de la loi, donc du droit positif, puisque ça ne l'était pas. Je me rappelle que lors des élections de 2020, dans le programme du mouvement Sens, parce que nous avions reçu Abdoulaye Diallo du mouvement Sens, il en parlait déjà par rapport à une telle situation. Ce qu'il disait, c'était que vous avez vos parents qui sont au village, qui ont 30 ans, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, qui ont des petits-fils et des arrière-petits-fils, mais aux yeux de la loi, on dit qu'ils sont célibataires. Parce qu'il y a un papier qui doit valider un mariage. Et sans ce papier, il est célibataire. Au terme du droit positif, oui, mais allez-y dire à ceux qui sont au village que le monsieur est célibataire. On n'a pas pu, effectivement, adapter ces choses-là. Oui. Donc, on aurait pu faire adapter ces choses-là et trouver comment on appelle ça, des officiers d'état civil, des agents d'état civil, et puis bon, ou bien après vous partez avec le document à la mairie pour faire valider avec un délai. Après ça passe à un jugement. C'est comme la loi est effectivement en train d'être faite, parce qu'il est dit que après vous avez 2 mois selon le contenu que nous avons feuilleté, pour effectivement aller déclarer. À défaut de ça, ça devient comme un jugement. C'est comme aussi les actes de naissance. Si l'enfant est né, vous avez un délai pour établir l'extrait de naissance. Après, ça devient un jugement supplétif d'acte de naissance. Donc, je dis c'est une innovation qui était attendue depuis de longues années. Ça a été aussi le combat de plusieurs organisations de la société civile. Oui. Et un mouvement politique comme le mouvement Sens l'avait inscrit dans son programme. Aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger. J'ai dit, bon, c'est une initiative effectivement à saluer. Parce que regardez des parents aux cheveux blancs avec des arrière-petits-enfants qui sont en train de courir derrière eux, on dit qu'ils sont des célibataires. Je pense qu'à l'arrimage du droit positif avec le droit coutumier, on n'a pas pu, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu rapprocher. Donc c'est une initiative qui est positive à l'honneur de tous ceux qui ont travaillé à cela. Donc c'est porté par le ministère de la Justice, donc qu'il faut saluer et encourager. Et maintenant, les autres aspects, c'est vivement une vraie modernisation de notre état civil avec les numéros d'identifiants personnalisés et tout, qui sont en cours mais qui attendent des moyens pour être concrétisés. Le second avant-propos, c'est suite à ce que d'ailleurs le juge Vaha avait donné ici comme avant-propos la dernière fois, cette bastonnade en règle qui a eu lieu au niveau du quartier d'Apoya, suite au décès d'un homme tenu, donc d'un sapeur-pompier qui a été abattu, et donc le quartier en a fait les frais. Jusqu'à présent, on ne sait pas si ceux qui l'ont abattu sont du quartier d'Apoya. Il y a des passants qui n'habitent pas d'Apoya qui ont fait les frais des bastonnades, sauf si le communiqué du procureur est sorti, mais moi je n'ai pas vu. Mais un procureur qui est très alerte quand il y a outrage au chef de l'État, quand il y a outrage à certains dépositeurs d'autorité, oui. On se rappelle que pendant la maladie à coronavirus, quand les forces de l'ordre sont sorties pour restaurer la discipline, pour faire respecter le couvre-feu,
à coups de bastonnade, de gré ou de force, parce que les uns les autres c'était de dire c'est une maladie, on n'a pas suffisamment de moyens, notre système sanitaire ne peut pas faire face à une grande épidémie. Donc à un moment donné, l'autorité sécuritaire a sorti le fouet pour faire rentrer les gens de force. Le procureur est sorti pour rappeler aux bastonneurs que ça ne se fait pas, même si c'est dans un contexte sanitaire délicat. Mais ici, la question qu'on se pose, pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas rappelé les mêmes dispositions, que nul ne doit se rendre justice, il n'a pas rappelé les mêmes dispositions, que ça ne doit pas se faire, puisque ça se répète à tout moment. Ce n'est pas la première bastonnade. 2022, ce n'est même pas d'ailleurs la première bastonnade à Dapoya. Et donc c'est un procureur qui a aussi attendu sur ces questions pour rappeler aux Burkinabés que ça ne se fait pas, parce qu'il y en a qui ne savent pas ou qui ont oublié que ça ne se fait pas. Il faut qu'il monte au créneau et qu'il rappelle que ça ne se fait pas et qu'il mette bon ordre à tout ça. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos de ce mercredi? Merci, Président. Moi, il m'est revenu qu'au niveau de la police nationale, il y a eu un mouvement général d'affectation. Et bien entendu, comme d'habitude, quand ce genre de choses veulent se faire, il y a des gens qui ne veulent pas aller dans un certain nombre de villes pour diverses raisons, mais principalement ces derniers temps pour des raisons sécuritaires. Il y a des agents de police donc, qui ne veulent pas rejoindre un certain nombre de postes. Il me revient que les autorités cette année ont tenu mordicus pour que ce redéploiement-là soit fait. Et donc, quelles que soient tes relations, quelle que soit ton appartenance, quand l'affectation arrive, il faut bel et bien rejoindre le poste. Et il nous revient malheureusement qu'il y a des pratiques qui ont la peau dure et que certains agents, notamment au niveau du centre, ne se sentent pas concernés du tout par cette affectation générale-là, et qui du fait donc de la couverture d'un certain nombre d'autorités sont toujours là et refusent de rejoindre, ce qui fait grincher les dents évidemment au sein de la police, parce que des gens disent que nous ne pouvons pas continuellement être ceux qu'on amène tout le temps dans des zones à risque, alors qu'il y a quelques personnes, quelques individus qui refusent de rejoindre le poste parce qu'ils ont des protections. Donc face donc à cette grogne-là, nous interpellons les premiers responsables en charge de la police afin donc qu'ils puissent regarder de plus près ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a un bouillonnement et mieux vaut toujours prévenir que guérir, surtout dans ce contexte où on a besoin de plus de sérénité pour assurer la sécurité des Burkinabés. Il faut toujours prévenir plutôt que de guérir, a dit juge Inoussa Ouedraogo. Il faudrait donc tenir compte de ce bon conseil. Fidèles auditeurs de la 100.7 et Watt FM, nous évoquons aujourd'hui la rentrée et donc l'année scolaire à venir 2022-2023. La rentrée pédagogique, c'est pour le lundi 3 octobre. Nous avons sur notre plateau du tribunal de l'actualité Siaka Traoré. Il est secrétaire général du syndicat national des enseignants africains du Burkina, SNEAB. Et vous savez, ici au tribunal de l'actualité, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici la fenêtre des généralités. Juge Inoussa Ouedraogo, vous avez une question de généralité pour notre convoqué du jour. Merci, Président. Il nous est revenu justement que quand il y a eu les augmentations des salaires au niveau de l'exécutif et également les émoluments qui ont été servis aux députés au niveau de l'ALT, le monde des enseignants a particulièrement ressenti ça comme un affront, eux qui ont toujours posé sur la table les conditions de vie et de travail difficiles. Est-ce que c'est effectif? Comment vous l'avez ressenti et quels sont les commentaires que cela vous inspire? D'accord, merci pour la question. Avant donc d'apporter des éléments de commentaires sur la préoccupation, permettez-moi de dire bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Tri TV et également vous dire merci pour l'honneur que vous nous faites donc de on fait que notre travail. On vous de nous inviter à cette émission, une occasion pour nous de s'exprimer.
Mais avant également, j'avais une pensée pieuse pour les récentes victimes sur l'axe Djibo. Et également témoigner toute ma reconnaissance au FDS qui veille nuit et jour pour la sécurité et préserver un peu ce qui nous reste aujourd'hui. Alors, pour revenir à la question, effectivement, la question est d'actualité. Et le SINIAB, en tant que structure syndicale, appartient à une grande organisation qui est l'UAS et qui a été reçue, effectivement, le lundi 26 à côté par le Premier ministre. La question s'est invitée. Nous avons cherché à comprendre pourquoi cette augmentation des émoluments au niveau du gouvernement, au niveau de l'ALT, etc. et les présidents d'institutions également. Comme toute attente, la réponse que le Premier ministre nous a donnée, il nous a fait savoir que effectivement la question est d'actualité et le gouvernement s'est exprimé là-dessus. Et en tant que gouvernement, le gouvernement s'assume sur la question. Et nous avons pris bonne note. Et je pense également que l'explication qu'on nous a donnée, c'est dû à l'inflation. Et aujourd'hui, nous ne pensons pas que l'inflation, c'est au niveau de l'exécutif seulement. Et ça touche tout le monde, la population, les travailleurs. Alors, donc, je pense que s'il y a quelque chose qui doit être fait, ça doit être fait à tous les niveaux. Vous avez été surpris par cette réponse du Premier ministre? Oui, nous avons été surpris. Personnellement, j'étais un peu surpris par cette façon de répondre. Parce que, bon, pour moi, oui, nous avons, en tant qu'organisation syndicale aussi, ce devoir-là d'injustice, comment on appelle ça, de sauver, je vais dire, de militer pour l'équité. Voilà, donc s'il y a quelque chose à faire, il faut que ce soit consenti à tous les niveaux. Voilà. Des efforts comme le bonus, c'est ça? Bon. C'est ce que vous voulez dire? Oui, exactement. Juge Bougma. Non, en termes de questions de généralité, il y a la question du nouveau code du travail qui est également sur la table. Il y a aussi la demande sur le dossier de l'UITS qui est aussi sur la table. À cette rencontre, parce que la dernière fois, il y avait dit Olivier Ouedraogo, mais la rencontre n'avait pas encore eu lieu. Mais est-ce qu'à cette rencontre, cette préoccupation également avait été évoquée? Oui, qu'est-ce qu'il a été bien sûr, à cette rencontre du 26, la question a été évoquée, notamment sur le code du travail. Le Premier ministre a promis donc de nous reverser le document à l'UAS afin en tout cas que l'UAS aussi puisse regarder le document. Si nous avons des amendements à faire, nous allons le faire avant de transmettre le document, le code à l'ALT. Pourtant, le document est déjà dans les tuyaux de l'ALT. Bon. Ou ils vont faire un rappel de document. Nous sommes censés, et ce que je vous dis, c'est ce qui a été dit hier, disons le lundi 26. Voilà. Voilà. Donc nous ne savons pas si, en tout cas on nous a promis de remettre le document à l'UAS qui allait en tout cas regarder avant de transmettre à l'AET. Et sur la préoccupation de l'UITS que vous aviez soulevé sur la préoccupation de l'UITS, à cette rencontre, la question est toujours d'actualité, mais nous n'avons pas évoqué la question en tant que telle. Voilà. On n'a pas évoqué la question, oui. La perspective, c'est quoi au regard de toutes ces questions que vous avez abordées avec le Premier ministre? Est-ce que vous pouvez nous dire... Non, mais la perspective, je crois que ce que le Premier ministre a promis, en tout cas de convier l'UAS à une concertation assez large, parce qu'il nous a reçus avec ses collaborateurs directs. Et alors que l'UAS, en tout cas, était à cette rencontre avec une délégation assez impressionnante, et il nous a fait savoir que, bon, il ne savait pas que la délégation de l'UAS allait être vraiment assez étouffée. Sinon, il aurait dû, en tout cas, convier, en tout cas, certains ministres à cette rencontre. Donc, il a promis, en tout cas, très prochainement, dans un futur proche, une rencontre élargie avec un certain nombre de ses collaborateurs, notamment les membres du gouvernement.
Vous sentez cette écoute? Vous êtes satisfait de cette première étape? Non, bon, en tant que syndicat, nous avons pris acte et nous allons observer parce que je sais que la toute première rencontre, la rencontre de prise de contact avec le Premier ministre date, je crois, d'avril. Et d'avril à maintenant, ça fait presque combien de mois? Alors, donc, nous avons pris acte et nous allons observer. Nous avons pris acte, nous allons observer. Nous rentrons à présent de plein pied dans cette audience du tribunal de l'actualité. C'est sans doute l'un des plus vieux syndicats du Burkina, né le 12 octobre 1949, à l'initiative d'un groupe d'enseignants face aux multiples brimades de l'administration coloniale sur les personnels africains. Aujourd'hui, 73 ans après, comment se porte le SNEAB? Quel est le cœur de cible de votre combat, Monsieur Siaka Traoré? Ok, merci. Bien, c'est comme vous l'avez dit, le SNEAB, c'est j'allais dire, le père fondateur de toutes les structures syndicales de l'éducation au niveau du Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, j'allais dire que le SNEAB se porte bien. Le SNEAB se porte bien et n'a pas changé de ligne de conduite, à savoir donc la défense de l'intérêt matériel et moral des travailleurs, notamment de ses membres. Alors, donc, j'allais dire en tout cas que le SNEAB se porte bien. Le SNEAB se porte bien, dit notre convoqué Bernard Bougman, juge. Vous pensez que le SNEAB se porte bien, vous aussi? Enfin, vous n'êtes pas au SNEAB, bien entendu. Justement, alors, je ne saurais juger de la qualité de la santé de ce syndicat. Comme il a dit, c'est le père fondateur des autres syndicats du ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, compte tenu aussi de la diversité des corps et des métiers liés effectivement à l'enseignement. Maintenant, comment est-ce que vous fonctionnez ensemble avec les autres syndicats? Parce qu'il y en a qui sont des syndicats, mais pas des syndicats d'enseignants, mais intervenant dans le domaine de l'éducation. De l'éducation. Ouais. Bien, comment se passe la collaboration? Je pense qu'en termes de collaboration, il n'y a pas de problème. On a coutume de dire que notre nombre fait notre force, l'union fait la force, et je crois que depuis un certain temps... Est-ce que c'est parce que vous êtes nombreux que vous êtes forcément unis? Non, j'arrive. Bon. Depuis un certain temps au niveau de l'éducation, je crois que les syndicats se sont organisés en coordination nationale des syndicats de l'éducation pour essayer de mettre en commun un certain nombre de points de préoccupation donc des travailleurs et voir les choses dans la même direction. Alors donc c'est vrai que il y a beaucoup de syndicats, mais en termes de collaboration, je pense que la coordination, en tout cas la structure qui est créée actuellement est un cadre en tout cas de regroupement de presque tous les syndicats de l'éducation. Oui, juge Ouedraogo. Alors, votre syndicat, vous avez dit, se porte bien, mais globalement, l'éducation, elle ne se porte pas bien. La qualité ne fait que baisser année après année. Vous qui êtes, comme on l'a rappelé, le plus vieux syndicat du Burkina dans le domaine de l'éducation, est-ce que vous avez jeté un regard critique justement sur cette baisse de qualité? Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, j'allais dire que ça peut s'expliquer à divers niveaux. Le SNEAB, je crois, dans les années 2003, a mené une étude sur la qualité de l'éducation, parce que tout ne se résume pas aux revendications. Voilà. Donc, il faut également voir dans quelle mesure le travail, ce pourquoi tu es assigné, soit vraiment de qualité. Parce que lorsqu'on on accomplit une action vraiment assez bien en ce tant que l'on conçoit bien, voilà, s'énonce clairement, voilà, psychologiquement on est à l'aise. Alors donc fort de tout cela, à un moment donné en tant que syndicat,
nous nous sommes dit qu'il faut réfléchir sur la problématique. Qu'est-ce qui fait que le niveau baisse? Et je crois que c'est ça qui a amené, donc, depuis 2018, cette revendication des syndicats qui a abouti à la signature d'un protocole, jusqu'à la signature d'un statut, tout ça pour voir comment, en tout cas, travailler pour la qualité de l'éducation. Alors, donc, à l'intérieur, il y a eu effectivement le relèvement du niveau de recrutement, et on s'est dit quand même que à ce niveau, ça va apporter certainement un plus. Non seulement il faut relever le niveau de recrutement, il faut également voir dans quelle mesure renforcer la formation initiale des acteurs depuis l'école pour leur donner un certain nombre de rudiments afin que sur le terrain, on puisse attendre effectivement à un travail de qualité. Donc, je veux dire que quand on prend un élève qui a le CEP en 70, en 1960-70, on le compare à un élève qui a le CEP cette année, l'écart est abyssal. Est-ce que vous avez diagnostiqué des éléments qui peuvent justifier cette baisse de niveau? Parce que ce que vous avez dit, c'est surtout les défis. Oui, bon, ça c'est une appréciation, hein, mais ce n'est pas, j'allais dire, pas très juste. Mais ce que je peux, expliquez-nous ce qui est juste. Ce que je peux dire, c'est que il faut voir le problème à tous les niveaux. C'est-à-dire que il peut y avoir la part de l'enseignant en tant que premier acteur, il peut y avoir également la part des parents, parce que tout n'est pas de venir jeter l'enfant à l'école. Voilà, tout n'est pas de venir jeter l'enfant à l'école. Et moi, en tant qu'enseignant, je dois accomplir mon devoir, et les parents aussi doivent accomplir donc le leur à la maison. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que il faut renforcer la formation continue des acteurs sur le terrain également, parce qu'aujourd'hui, tout évolue. Alors, et nous sommes de plein fouet dans des réformes. Il y a plusieurs réformes que les enseignants même ne maîtrisent pas trop sur le terrain. Alors, c'est la faute à qui? Il faut effectivement que l'État mette les moyens pour permettre donc aux enseignants de renforcer le renforcement des capacités des enseignants sur, en tout cas, la mise en œuvre de ces réformes-là. Je pense que c'est là tout le problème. Il faut travailler donc pour relever le niveau. De toute façon, c'est un constat. Hein. Voilà. On constate très bien que d'hier à aujourd'hui, le niveau ont baissé. Ouais. Peut-être que tout le monde est coupable dans cette affaire. Il va falloir situer les responsabilités et avancer. Ouais. Juge Bougman. Tout le monde est coupable. Vous me faites penser au chef de l'État de l'autre côté par rapport à Inata. Est-ce que tout le monde peut être coupable à un moment donné? Est-ce que ce n'est pas il faut situer les responsabilités. Voilà, ceux qui sont les vrais coupables. Voilà, je préfère D'accord, ok. Merci, juge. Maintenant, pour revenir effectivement aux réformes, là, le ministre disait d'ailleurs que ça est en cours, et en même temps annonce l'introduction de l'anglais de façon progressive à partir de la classe de CE1. Donc, ce qui en soi est une bonne chose, parce que pour peu que vous vous intéressez à un certain nombre de domaines, l'anglais est indispensable. Alors maintenant, dans notre contexte actuel, pays typiquement francophone, donc c'est une réforme grandeur majeure qui est en train effectivement d'être engagée. Donc on est aujourd'hui à quelle étape de la révision de ces curricula? Est-ce que vous êtes associé? Et puis, que pensez-vous de l'introduction de l'anglais à partir de la classe de CE1, compte tenu des réalités aussi, parce qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres? Oui, M. Traoré. Oui, je crois que effectivement, nous avons reçu les différents documents quant à la généralisation des nouveaux curricula et également à l'introduction donc de l'anglais à partir du CE1. Alors,
nous, en tant que structure syndicale, nous avons suivi. Maintenant, nous attendons de voir avec l'autorité comment cela va se passer concrètement. Sinon, de prime abord, c'est une très bonne initiative. Je crois que j'écoutais le ministre rien que hier qui disait que ça serait de façon progressive. Mais nous attendons en tout cas de voir concrètement comment cela va se passer. Parce que moi, en tant qu'enseignant dans une classe de CE1, bon, je n'ai pas fait l'anglais. Bon, je tiens la classe de CE1. Je n'ai pas encore reçu de formation en lien avec pour enseigner l'anglais. Voilà, donc c'est compliqué. Voilà pourquoi je dis que nous attendons en tout cas de voir comment cela va se passer concrètement. À vous écouter, c'est comme si la nouvelle vous est tombée sur la tête. Vous avez appris ça au même moment que les autres. Pas sur la tête parce que c'est fut également une préoccupation au niveau du mouvement syndical. Mais comme vous le savez, dans notre système, ce que nous décrions très souvent, c'est le fait de ne pas associer les partenaires dès le début de certaines choses, de certains processus. Est-ce que vous avez été associé? Voilà, c'est la question que je pose, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, ça dit que pour la bonne marche de toutes ces choses-là, il faut associer les gens dès le début, dès le départ. Et chacun doit savoir à quoi s'attendre. Et ensemble, je pense qu'on peut réussir. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dit nous attendons de voir concrètement comment cela va se passer. Donc vous dites ici haut et fort que vous n'avez pas été associé en amont et que maintenant il va falloir organiser tout cela pour voir comment ça se met en vie. Exactement. Alors, nous sommes dans un contexte assez difficile actuellement. Cette rentrée se déroule ou se déroulera dans un contexte sécuritaire assez difficile pour le pays. Quelle est la force de frappe du SNEAB aujourd'hui et comment vous vous positionnez par rapport au monde syndical et quelles sont vos appréciations sur ce contexte-là alors qu'on est à quelques jours de la rentrée? De prime abord, j'allais dire que c'est une situation assez catastrophique. Oui, parce que en tant que syndicat de l'éducation, nous constatons qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées aujourd'hui du fait de l'insécurité. Il y a plus de 4258 écoles fermées. Et ça, à la date du 31 mai. Alors, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la recrudescence, ça veut dire que le 3 octobre prochain, c'est pas sûr que toutes les écoles qui n'étaient pas fermées soient vraiment des zones d'accès. Alors, donc, ça joue, c'est une situation qui joue négativement sur nous en tant que premiers acteurs de l'éducation. Parce qu'il y a un grand nombre d'enseignants aujourd'hui qui ne savent pas où aller. Vous avez un nombre? Oui, selon les chiffres du rapport du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, au 31 mai, nous avons plus de 20 000 enseignants qui sont dans cette situation. Alors, on a beau redéployer, à la limite, on se retrouve avec un pléthore d'enseignants dans certaines écoles. Également, cela n'est pas sans conséquence. Il y a le déplacement massif des élèves aussi, la population, naturellement, avec les enfants. Alors, comment il faut intégrer tout ce beau monde? Je crois que effectivement, le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence qui s'occupe de la question développe également des initiatives pour la réinsertion donc de ces élèves-là. Est-ce que vous avez réfléchi à des mécanismes pour pouvoir justement améliorer le redéploiement de 20 000 personnes qui quand même ne savent pas trop? Non, c'est développer des initiatives. Je crois que c'est une tâche qui revient à l'employeur, qui est l'État. Oui, mais également, normalement, si effectivement on doit collaborer, on doit effectivement associer les acteurs
que nous sommes, les partenaires que nous sommes, pour voir ensemble comment il faut redéployer. Parce qu'il ne faut pas redéployer parce qu'il faut redéployer. Parce que aujourd'hui, tous les enseignants qui sont concernés par la question, chacun veut venir à Ouagadougou. Alors, vous imaginez, on affecte plus de 200 enseignants, par exemple, à Ouagadougou. Comment on fait? Donc, ça veut dire que la question doit être suffisamment mûrie et essayer de voir comment redéployer ces enseignants dans les zones de repli, dans les zones assez moins risquées, pour voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner aussi, en entendant de voir comment revenir à leur base. Voilà. Oui. Juge Bougma. Oui, justement, il y a au niveau de l'éducation, la rentrée s'annonce. Oui. Il y en a qui disent qu'il y aura des bruits, il y aura des grèves. Comment s'annonce cette rentrée des classes? Bon, j'allais dire que la rentrée s'annonce sereinement. Bon, j'allais dire sereinement, et maintenant, tout dépendra de l'autorité. Et de votre réaction aussi. Oui, notre réaction, c'est en lien étroit avec la réaction aussi de l'autorité quelle réaction vous attendez de l'autorité face à certaines préoccupations. Quelle réaction vous attendez de l'autorité et quelle est votre Voilà, la réaction. Monsieur Traoré, quelle réaction vous attendez de l'autorité et quelle est votre responsabilité en tant que syndicat historique de l'enseignement pour la réussite de cette rentrée? Ok. Notre réaction, la réaction que nous attendons de l'autorité, vous savez, en début de rentrée comme ça, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place et permettre, en tout cas, de débuter l'année de façon sereine. Alors, il y a la question, par exemple, du trousseau pédagogique qui a été durement arraché par les syndicats. Et le trousseau pédagogique, c'est, bon, j'allais dire que c'est peut-être une petite somme qu'on donne aux enseignants. Quand vous dites une petite somme, vous pouvez préciser? Oui, qu'on donne aux enseignants afin donc de se procurer d'un certain nombre de documents qui rentrent en étroite ligne dans leur pratique enseignement. Alors, généralement, le trousseau pédagogique, nous, en tant que syndicat, nous avons dit qu'il faut que ce trousseau soit disponible dès la rentrée administrative. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que ce trousseau pédagogique, vous avez dit une petite somme, c'est combien? Oui, mais les parents, les enfants, les élèves, les acteurs de l'éducation aimeraient savoir combien on fournit aux enseignants pour éduquer ou pour... C'est 30 000 francs. Bon, 30 000 francs par enseignant. Oui. Et cette somme doit être disponible dès la rentrée. Dès la rentrée, si elle doit répondre effectivement à son appellation. Voilà. Mais malheureusement... Est-ce qu'en français facile, on peut dire que le trousseau pédagogique, c'est aussi les fournitures Oui, justement, c'est aussi des fournitures. Mais ici, c'est en numéraire. Voilà. Et on donne les ressources à l'enseignant qui va peut-être essayer de voir quels sont les documents qu'il a besoin pour pouvoir faciliter son travail. Okay. Alors, mais jusqu'aujourd'hui, bon, ce qui est sûr, au niveau de notre syndicat, nous avons eu la chance d'échanger avec, d'être reçus en audience avec les autorités du MENA le 14 septembre passé. On nous a rassuré que, en tout cas, le trousseau pédagogique serait disponible dès la rentrée pédagogique. Et nous attendons de voir. Mais jusqu'à là, bon, pour le moment, personnellement, je n'ai pas d'écho où on a commencé à payer donc ce trousseau pédagogique-là. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons ce que nous appelons la conférence pédagogique des enseignants. Et comme je le disais tantôt, la conférence pédagogique des enseignants se déroule sur des thèmes bien précis qui puissent accompagner les enseignants dans leur pratique d'enseignement. Alors, vous imaginez
ça veut dire que c'est un outil, c'est un cadre d'apprentissage, de renforcement des capacités des enseignants afin d'aborder sereinement l'année scolaire. Alors, donc notre souhait, c'est que ces conférences pédagogiques se déroulent à bonne date, c'est-à-dire qu'en début de rentrée scolaire, pour permettre aux enseignants d'aller réinvestir ce qu'ils ont appris durant ces quelques jours de renforcement de capacité. Mais je crois que l'autorité, ces conférences pédagogiques ont démarré, je crois, hier par la conférence pédagogique des encadreurs et la conférence pédagogique des inspecteurs, des instituteurs principaux est programmé aussi. Et pour les enseignants en classe, je crois que c'est programmé à partir de mi-octobre. Et nous attendons de voir la concrétisation. Juge Bougman. D'accord. Effectivement, il y avait un certain nombre d'engagements qui avaient été pris vis-à-vis de la coalition nationale des syndicats d'enseignement au temps fort de cette lutte-là. Aujourd'hui, quel est le point de la mise en œuvre de ces engagements? C'est vrai que le tourisme pédagogique, d'ailleurs, dont on parle, faisait partie de ces engagements-là. Bon, j'allais dire que l'un des engagements forts, c'était la reconversion. J'allais parler parce que j'ai parlé tantôt du relèvement du niveau de recrutement. Et ce relèvement du niveau de recrutement a dû, en tout cas, amener l'État à créer un corps. Puisqu'on rentre aujourd'hui avec le bac, on fait 2 ans de formation et on sort en catégorie B1. Alors que déjà sur le terrain, nous avons déjà cette catégorie B1 sur le terrain. Et dans la revendication, il était question de trouver un mécanisme de reconversion de la catégorie B qui est déjà sur le terrain et qui donne droit à une catégorie supérieure qui est la catégorie A, échelle 3. Que nous allons appeler, c'est-à-dire que ceux qui vont accéder à cette catégorie vont sortir comme des professeurs certifiés des écoles. Alors, aujourd'hui, cette question était vraiment d'actualité parce que depuis la signature du protocole du statut en 2020, la question était restée en suspens. Et en 2020, le SINIAB était responsable de la coordination. Nous sommes battus pour, en tout cas, la mise en œuvre effective de cet accord qui est donc l'organisation de l'examen du CESAP là. Alors aujourd'hui, je crois que c'est chose faite. L'examen a eu lieu le 20 septembre passé. Et en tout cas, avec la pression que nous avons mis, non seulement sur les autorités passées en 2021, le SINIAB allait même parce que quand nous étions à la tête de la coordination, ce fut effectivement notre combat. Mais malheureusement, la question a traîné jusqu'en 2021. On était en train, en tout cas, de se battre sur la question. Il y a eu même des coalitions au niveau des syndicats, parce qu'au niveau des syndicats de l'éducation, nous avons le plus grand bataillon, voilà, d'enseignants qui sont concernés par cet examen-là. Alors, quand les nouvelles autorités sont arrivées, nous avons été touchés et nous avons fait des propositions pour faciliter l'ouverture de cet examen. Et l'examen est ouvert effectivement en juillet. Et nous avons, les enseignants ont composé en septembre. Alors, donc, nous sommes dans l'attente des résultats actuellement. Alors, donc, il y a en tout cas un certain nombre de préoccupations qui étaient consignées dans ce document-là et qui sont en train d'être mises en œuvre de façon progressive.
Oui, juge Ouedraogo. Alors, je veux qu'on parle de l'augmentation des frais de scolarité dans toutes les écoles de façon générale. On a rarement assisté à une baisse du coût de l'éducation d'une année à une autre. Chaque année, particulièrement dans le privé, on ajoute toujours quelque chose. Vous qui êtes acteur de l'éducation, qui connaissez mieux ce milieu, si ces augmentations peuvent souvent s'expliquer, est-ce que on peut ne pas se passer de ces augmentations tous azimuts là? Et si oui, comment on procède? Bon, c'est une question assez complexe parce que, j'allais dire, une démission de l'État, parce que le problème c'est quoi? J'allais dire c'est l'État qui facilite donc peut-être la création de ces écoles privées. Si l'État avait suffisamment, en tout cas, mis à disposition les infrastructures scolaires où le citoyen lambda a cette facilité d'envoyer son enfant, mettre l'accent sur, en tout cas, la qualité de l'éducation, parce que c'est ça aussi le problème. Il y a des gens qui pensent qu'en allant au privé, on a la chance de donner en tout cas une bonne éducation à son enfant. Et aujourd'hui encore, nous sommes nombreux qui pensons que quand la scolarité est chère, ça veut dire que la qualité de l'éducation est de taille. Il faut se détromper. Moi, ici, c'est attirer l'attention de l'État sur la question. Et pour voir dans quelle mesure on peut réguler vraiment ces prix-là. Et en ce qui concerne les APE, l'association des parents d'élèves, oui. La question est revenue de façon récurrente ces dernières semaines pour les frais que les parents doivent verser à ces associations. Bon, c'est ce que je dis. Tout ça, c'est l'État qui doit réglementer toutes ces contributions, tous azimuts au niveau des écoles qui ressemblent à un fonds de commerce dans certaines structures éducatives. On sait bien que l'APE est là pour accompagner les acteurs, mais généralement, il y a des structures éducatives où les parents d'élèves, j'allais dire, entre parenthèses, récoltent ces fonds et qui servent à autre chose plutôt que d'accompagner les acteurs pour la bonne marche du travail. Moi, je pense qu'il appartient à l'État de réguler ces pratiques-là pour que ce soit encore plus profitable au système qu'à des tiers. Oui, juge Bougouin. Oui, il y a les questions aussi liées à... les dénominations ont changé. Mais est-ce qu'il y a eu une amélioration sur le gain financier? Parce que vous avez demandé la revalorisation de l'enseignant. Oui. Donc, il y a une appellation maintenant qui est donnée, une nouvelle appellation qui est donnée. Alors, est-ce que la revalorisation... Vous dites professeur certifié et tout, bon, voilà. Donc, quel a été le gain financier aussi d'un tel changement d'appellation? Bon, c'est là aussi toute la problématique, puisque le relèvement, disons, dans le statut, j'allais dire statut particulier, statut valorisant, comme vous le dites, il y a eu effectivement les dénominations qui ont changé. Et c'est pourquoi je disais tantôt, avec le relèvement du niveau de recrutement, on recrute le concours direct, ils rentrent à l'école, ils sortent professeurs des écoles. B1. Alors, sur le terrain... On l'appelle professeur des écoles. On les appelle professeurs des écoles. Quand ils finissent la formation de 2 ans, ils sortent professeurs des écoles. Alors, sur le terrain, il faut faire une certification pour devenir professeur certifié des écoles. A3. Alors, j'allais dire ce qui allait être certainement une révalorisation avec un gain financier. C'est cela qui a manqué dans le processus.
Mais pourquoi le changement de dénomination? C'est vous qui avez voulu ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'arrive. Oui. J'arrive. Quand je parle de processus, parce que la coordination en 2018, 2020, jusqu'à la signature du protocole, a négocié effectivement et on a abouti à cela. C'est une réforme. Du moment où le gouvernement a accédé à la requête, il fallait... De changement de nom. Il fallait effectivement continuer la réflexion et voir comment on gère le potentiel qui était sur le terrain. Mais qu'est-ce qui fait qu'on change de nom? L'ancienne appellation n'est pas bien puisque... Bon, je ne vais pas dire que l'ancienne appellation... Vous ne vous sentez pas à l'aise quand vous appelez... Non, pas du tout. Maître, instituteur, maître, maintenant vous êtes à l'aise quand vous procédez des écoles. Ce n'est pas ça, c'est l'évolution certainement des choses qui a amené cela. Parce que bon, je crois que je l'ai dit, tout évolue aussi. Voilà. Donc dans le statut, on est arrivé à cela. Que ce soit des instituteurs, et comme on appelle ça, des professeurs, des écoles, des instituteurs, ce n'est pas là la question. Maintenant, ce qui a manqué dans le processus, c'est que si vous voyez aujourd'hui qu'il y a la grogne sociale là, c'est que la coordination, bien qu'ayant obtenu le statut, n'a pas assez approfondi la réflexion quant à la gestion donc du vivier des enseignants qui étaient déjà sur le terrain. Parce que le problème c'est quoi? Il y aura tout de suite un conflit de compétences sur le terrain. Puisque, oui, bien sûr, puisque les enseignants qui sortent en B1 tout de suite, ils ont fait 2 ans à l'école, ils vont venir trouver des instituteurs adjoints certifiés sur le terrain depuis 2, 3, 4 ans en arrière. Et du coup, qui sont pétris d'expérience sur le terrain par rapport à ceux qui viennent de sortir, qui ont peut-être la théorie mais pas la pratique. Mais mathématiquement, si on doit appliquer les textes, il devient tout de suite son supérieur. Et c'est ce que les gens ont décrit aujourd'hui sur le terrain. Alors, ce qu'il fallait faire, lorsque le gouvernement a accédé à la requête, il fallait tout de suite trouver un mécanisme d'évacuation donc de la cohorte qui est déjà sur le terrain. Normalement, la cohorte qui sort en B1 tout de suite ne devrait pas venir trouver une cohorte de C sur le terrain. Le gouvernement devait travailler avec les partenaires à évacuer et à mettre tout le monde au même niveau. Et aujourd'hui, le problème, c'est la grogne sur le terrain, c'est ça. Sinon, ce n'est pas les appellations, les voilà qui nous intéressent ici. Alors, je rappelle que notre convoqué du jour s'appelle Siaka Traoré. Il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants africains du Burkina. Peut-être une dernière préoccupation pour cette audience. Beaucoup de syndicats d'enseignants, dont vous faites partie de l'unité d'action syndicale d'ailleurs, appellent à armer les populations au regard de la situation sécuritaire dans un nombre de régions de notre pays pour régler cette question sécuritaire, pour faire face plus utilement à cette question sécuritaire. Un de vos syndicats partenaires a également évoqué la question il y a 24 heures. Alors, quelle est la position du SNES là-dessus et comment voyez-vous du SNEAB là-dessus et comment voyez-vous l'opérationnalisation d'une telle démarche? Bien, je disais tantôt que le SNEAB fait partie donc de cette grande, de ce grand regroupement qui est l'UAS. Et je crois à la rencontre du 26, nous avons évoqué effectivement la question. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque vous regardez le mode opératoire de ces groupes, 2 personnes peuvent descendre dans une commune et tout de suite c'est la panique. Alors voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut trouver un mécanisme de doter les populations de moyens de défense. Il ne s'agit pas ici de passer dans chaque famille pour leur remettre des armes et puis voilà, pour qu'en cas de situation ils puissent se défendre. Non, il s'agit effectivement quand vous prenez une commune que l'État puisse
trouver un mécanisme d'organiser donc cette commune-là avec en tout cas un certain nombre d'éléments et les doter de moyens conséquents pour que, face à des situations que la population elle-même puisse se défendre. Ça, c'est un premier élément. Et également, il faut motiver ce groupe-là que on va commis donc à cette tâche-là. Voilà, c'est ça l'idée fondamentale. Et je pense que le Premier ministre nous a fait savoir qu'ils sont dans cette dynamique. Et comment réorganiser, même les VDP que vous voyez, comment réorganiser tout cela pour que, en tout cas, les objectifs soient atteints. Oui, juge Bouma. Non, je pas de question. Juge Ouedraogo. L'un des acteurs majeurs du MPP, à savoir le docteur Émile Paré, indiquait qu'il ne comprenait pas pourquoi des enseignants fuient des classes lorsqu'il y a attaque, que vous devrez, en tant qu'enseignant, résister, en tout cas ne pas fuir les salles de classe quand les terroristes arrivaient. Vous avez certainement suivi cette actualité. Quel commentaire cela vous inspire? Non, c'est pas les enseignants seulement. Je vous ai dit, même si quelqu'un rentre ici avec une arme, qu'est-ce que nous fait? On ne peut pas se défendre. La première des choses, c'est de voir si tu peux te sauver. Et je crois que c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Mais je crois que le fond du problème, ce n'est pas ça. C'est d'essayer de voir comment on fait pour résister lorsque, effectivement, des situations pareilles se produisent. Parce que je vous ai dit, ce qu'il dit, on prend par exemple une personne qui descend dans une école avec une arme. Nous sommes, en tout cas, toute la population va commencer, c'est la débandade. Pourquoi c'est la débandade? Parce que nous n'avons pas de moyens de défense. Est-ce que vous voyez? Si on avait des moyens de défense, on peut résister. Mais si vous n'avez pas de moyens de défense, qu'est-ce que vous faites? C'est chercher. Je crois qu'il rejoint un peu ce que nous proposons, à savoir doter, organiser les populations pour qu'elles puissent se défendre à un moment donné. Doter les populations pour qu'elles puissent se défendre. Juge Ouin, peut-être pour la minute de cette audience, rapidement. Oui, pour la minute, c'est effectivement une rentrée qui s'annonce. Et quand ça s'annonce comme ça, les parents se posent des questions dans ce contexte également d'insécurité. Et donc, c'est aussi le point de ce qu'il y a sur la table avec le ministre Bilgo. Donc certainement on attendra aussi d'en savoir davantage sur les réformes qui sont attendues au niveau des curricula et de l'introduction de l'anglais, parce que à partir du CE1, je dis bien parce qu'il y en a qui veulent en savoir davantage, comme il a dit, pour enseigner l'anglais, il faut déjà le comprendre. Donc certainement il y a une mesure qui va accompagner. Peut-être qu'on aura des enseignants d'anglais du primaire, mais bon, pour le moment, on ne peut pas savoir. Voilà. Donc on attend. Juge Ouedraogo, rapidement, 30 secondes. En tout cas, c'est une rentrée avec beaucoup de défis et il convient que les acteurs se parlent pour surmonter les défis parce qu'ils sont énormes. Et il y a la question sécuritaire particulièrement qui est là. Les acteurs doivent aussi réfléchir à comment justement trouver des solutions alternatives, en tout cas pour permettre à ces milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école de bénéficier d'enseignement. Ça peut être par le biais en tout cas des nouveaux moyens de communication, en tout cas adaptés tel qu'on l'a vu pendant Covid. Et l'ensemble des acteurs, y compris les partenaires sociaux, doivent s'impliquer et les parents aussi, afin donc qu'on puisse assurer un avenir de qualité à nos enfants. Beaucoup de défis donc pour cette rentrée. On en reparlera de cette rentrée avec d'autres acteurs du monde de l'éducation. Fin de cette audience du tribunal de l'actualité sur Tri TV et Watt FM. Merci Asiaka Traoré, secrétaire général du syndicat national des enseignants africains du Burkina, SNEAB, d'avoir honoré notre convocation. Merci. Merci au juge Bernard Bougman. Merci. Merci à Inoussa Ouedraogo. Et merci à vous tous, auditeurs de la 100.7 Watt FM et téléspectateurs de la Tri TV, ainsi qu'à toutes les équipes techniques de réalisation menées aujourd'hui par Emezundi à la télévision et par Alphonse Déduit à la radio. Le tribunal de l'actualité, c'est votre rendez-vous quotidien qui juge des faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs. Et que vous retrouverez demain, toujours avec un maillet
aussi incisif et sans complaisance.